Un garçon noir pauvre demande à une millionnaire paralysée, « Je peux vous guérir en échange de vos restes. » Elle rit, puis tout change. « Tu crois vraiment que je vais croire à une histoire de sorcellerie racontée par un gamin des bidonvilles ?» La voix de Victoria Whitmore trancha l'air de la demeure comme une lame glacée, ses yeux bleus acier fixés sur le garçon de 12 ans qui se tenait devant l'entrée de service. Daniel Thompson venait de faire la proposition la plus audacieuse de sa jeune vie. Après avoir passé 3 jours à observer cette femme aigrie dans son fauteuil roulant, rejetant des assiettes entières de nourriture alors que lui et sa grand-mère mouraient de faim de l'autre côté de la rue, il avait enfin trouvé le courage de frapper à cette porte. « Madame, je ne plaisantais pas, » répondit Daniel avec un calme qui le surprit lui-même. « Je peux vous aider à remarcher. J'ai juste besoin que vous me donniez cette nourriture que vous allez jeter. » Victoria éclata d'un rire cruel qui résonna dans le hall en marbre. « Écoute-moi bien, petit garçon. J'ai dépensé 15 millions de dollars pour les meilleurs médecins du monde au cours des 8 dernières années. Tu crois vraiment qu'un gamin comme toi, qui sait probablement à peine lire, va réussir là où tous les neurochirurgiens ont échoué? » Ce que Victoria ignorait, c'est que Daniel Thompson n'était pas n'importe quel gamin. Tandis qu'elle le regardait avec un mépris absolu, il étudiait chaque détail de cette femme qui était devenue prisonnière volontaire de sa propre amertume. Ses yeux exercés, résultat d'années passées à s'occuper de sa grand-mère diabétique, captaient des signes que les médecins coûteux avaient ignorés. « Vous prenez des médicaments pour vos maux de dos tous les jours à 2 heures de l'après-midi, » dit Daniel calmement, observant le visage de Victoria passer de la moquerie à la surprise. « 3 comprimés blancs et un bleu. Et vous vous plaignez toujours que vos jambes sont froides, même quand il fait chaud. Comment savez-vous cela ?» murmura Victoria, son arrogance vacillant pour la première fois. Daniel avait passé des semaines à observer sa routine à travers les fenêtres ouvertes, non par curiosité morbide, mais parce qu'il reconnaissait les symptômes que sa grand-mère avait présentés avant l'opération qui l'avait sauvé. La différence, c'était que sa grand-mère s'était fiée à des connaissances transmises de génération en génération, tandis que Victoria ne s'en remettait qu'à ce que l'argent pouvait acheter. « Parce que je vois ce que vos médecins coûteux ne veulent pas voir, » répondit Daniel, gardant un ton respectueux malgré l'hostilité. « Vous n'avez pas besoin de plus de médicaments. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne que parfois, la guérison ne vient pas d'où on l'attend. » Victoria claqua la porte, mais pas avant que Daniel ne voie dans ses yeux quelque chose qui n'était plus seulement du mépris. C'était de la peur. La peur qu'un garçon pauvre de 12 ans ait remarqué quelque chose que tous les experts avaient manqué. En retournant vers le petit appartement qu'il partageait avec sa grand-mère Ruth, Daniel sourit discrètement. Victoria Whitmore venait de commettre sa première erreur fatale. Sous-estimer complètement quelqu'un qui avait grandi en apprenant que la survie exigeait de l'observation, de la patience et une sagesse que l'argent ne pouvait acheter. Ce que cette femme riche et aigrie ignorait, c'est que ce gamin des bidonvilles était le dépositaire du savoir de 4 générations de guérisseurs, et plus important encore, qu'il venait de découvrir exactement quel était son véritable problème. Si vous êtes curieux de découvrir comment un garçon de 12 ans a réussi à voir ce que des médecins millionnaires n'avaient pas vu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire de préjugés et de guérison va bouleverser tout ce que vous pensez sur ceux qui ont vraiment le pouvoir de transformer des vies. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Victoria avait claqué la porte au nez de Daniel, mais l'inquiétude ne la quittait pas. Comment ce garçon savait-il tout de ses médicaments? De leurs horaires précis? Des symptômes qu'elle avait soigneusement cachés, même au docteur Hartwell, son neurologue privé? Le lendemain matin, Victoria décida de découvrir qui était ce gamin effronté. Un appel à son assistante personnelle suffit. Daniel Thompson, 12 ans, vivait avec sa grand-mère Ruth Thompson dans le lotissement Riverside Gardens. Père inconnu, mère décédée dans un accident de voiture quand il avait 5 ans. Boursier dans une école privée. Excellente note, aucun antécédent judiciaire. Typique, murmura Victoria en feuilletant le rapport. Encore un cas de pauvre petit qui essaie de profiter de la gentillesse des autres. Mais quelque chose dans le rapport la dérangeait. Ruth Thompson, 73 ans, ancienne employée d'hôpital, retraitée pour invalidité après avoir souffert d'un diabète sévère. Cependant, les dossiers médicaux montraient une guérison inexplicable au cours des 2 dernières années, quelque chose que les médecins qualifiaient des « améliorations inattendues et non documentées cliniquement ». Victoria écarta cette information comme une erreur bureaucratique. Après tout, quelle connaissance pouvait avoir une vieille femme noire travaillant dans un hôpital public? Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Daniel préparait soigneusement sa prochaine approche. La réaction de Victoria avait confirmé ses soupçons. Elle n'était pas vraiment paralysée. Du moins, pas comme tout le monde le croyait. « Grand-mère, » dit Daniel en s'asseyant à côté de Ruth sur la petite véranda. « J'ai besoin que tu me reparles des symptômes de la pseudo-paralysie. » Ruth Thompson avait travaillé pendant 40 ans comme aide-soignante, mais ses véritables connaissances lui venaient d'une lignée beaucoup plus ancienne.
Son arrière-grand-mère avait été sage-femme et guérisseuse dans le Mississippi, un savoir transmis de mère en fille à travers les générations. Lorsque les médecins avaient déclaré que Ruth mourrait dans les 6 mois à cause de complications liées au diabète, c'était cette sagesse ancestrale qui l'avait sauvée. « Tu es un garçon intelligent », sourit Ruth, ses yeux expérimentés brillants de fierté. « Tu as vu ce que je lui ai appris, n'est-ce pas ?» Ses jambes se contractent lorsqu'elle ne se rend pas compte qu'on l'observe. Les muscles réagissent aux stimuli émotionnels. Daniel acquiesça. Au cours de ses observations discrètes, il avait remarqué comment les pieds de Victoria bougeaient inconsciemment lorsqu'elle criait après les employés, comment ses jambes se tendaient lorsque quelque chose la contrariait profondément. C'étaient des signes presque imperceptibles, mais pour quelqu'un habitué à observer ce que les médecins ne cherchaient pas, c'étaient des preuves évidentes. « Elle est prisonnière de son propre esprit », murmura Daniel. « Son corps fonctionne, mais son esprit a créé des chaînes. » Exactement. Un traumatisme psychologique qui se manifeste par une paralysie physique. J'ai déjà vu 3 cas comme celui-ci à l'hôpital. Les médecins riches ne veulent pas s'occuper de l'esprit, seulement du corps. Il est plus facile de donner des médicaments que de guérir une âme blessée. Cet après-midi-là, Victoria reçut une visite inattendue. Le docteur Hartwell arriva avec les résultats des nouveaux examens qu'elle avait demandés la semaine précédente, désespéré de trouver un signe d'espoir. « Victoria, je dois être honnête avec vous, » dit le médecin en ajustant ses lunettes coûteuses. « Ces examens révèlent quelque chose d'étrange. Il y a une activité neuronale dans des zones qui devraient être complètement inactives. C'est comme si votre système nerveux fonctionnait parfaitement. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Victoria, la voix tendue. « Cela signifie que, neurologiquement, il n'y a aucune raison physique à votre paralysie. Je m'en doutais depuis un certain temps, mais j'en suis maintenant certain. » Le docteur Hartwell hésita. « Avez-vous déjà envisagé une thérapie psychologique plus intensive ? Parfois, les traumatismes peuvent se manifester physiquement sous des formes qui... » « Arrêtez !» cria Victoria. « Vous êtes en train de dire que je fais semblant ? Que j'ai passé 8 ans dans ce fauteuil pour m'amuser ? Non, ce n'est pas ça. Votre paralysie est réelle, mais la cause peut être psychosomatique. Avec un traitement adapté. » Victoria expulsa le médecin avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. La vérité faisait plus mal que n'importe quel diagnostic terminal. Si sa paralysie était mentale, cela signifiait qu'elle avait gâché 8 ans de sa vie à se cacher derrière un handicap auto-imposé. Pire encore, cela signifiait qu'un garçon de 12 ans avait diagnostiqué en quelques minutes ce qu'elle avait nié pendant des années. Ce soir-là, Victoria se retrouva à regarder par la fenêtre de sa chambre, observant le modeste appartement où vivait Daniel. Les lumières étaient allumées et elle pouvait voir des ombres bouger à travers les rideaux bon marché. Une famille vivant avec des ressources qui ne couvraient même pas le coût mensuel de ses médicaments, mais qui semblait posséder des connaissances que tout son argent n'avait pas pu acheter. Pendant un instant, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, l'humilité. Et elle la réprima immédiatement avec une colère renouvelée. « Ce gamin ne va pas m'humilier, » murmura-t-elle. « Je ne vais pas laisser un voyou me ridiculiser. » Ce que Victoria ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Daniel était assis à la table de la cuisine avec sa grand-mère, planifiant soigneusement la suite. Il avait reconnu le genre de femme qu'était Victoria. Trop fière pour accepter de l'aide, trop riche pour apprécier la sagesse gratuite et trop blessée pour faire confiance à qui que ce soit. Mais Daniel Thompson avait appris une leçon précieuse de sa grand-mère. Parfois, pour guérir quelqu'un, il faut d'abord lui montrer exactement à quel point il est malade. Et tandis que Victoria planifiait sa vengeance contre un garçon qui avait révélé son secret le plus intime, Daniel souriait tranquillement, sachant que le véritable pouvoir appartient toujours à ceux qui comprennent que la guérison ne vient jamais d'où on l'attend, surtout lorsqu'elle vient de ceux que le monde vous a appris à mépriser. La semaine suivante, la dynamique entre Victoria et Daniel changea radicalement. La millionnaire avait décidé qu'elle ne tolérerait pas d'être manquée de respect par un gamin prétentieux et lança une campagne silencieuse pour humilier publiquement le garçon. Elle commença par appeler l'école privée où Daniel étudiait grâce à une bourse intégrale. « Madame la directrice Patterson, je suis Victoria Whitmore, de la Fondation Whitmore. Je voudrais discuter du comportement inapproprié d'un de vos boursiers, Daniel Thompson. Il s'est introduit dans une propriété privée et a harcelé des habitants du quartier. » L'appel a fonctionné. Le lendemain, Daniel a été convoqué dans le bureau de la directrice et averti de rester à sa place et de ne pas déranger les bienfaiteurs de l'école. La menace était claire. Un faux pas de plus et il perdrait la bourse qui représentait son seul moyen d'accéder à un avenir différent. Victoria a également contacté le syndic de l'immeuble où vivait Daniel, suggérant que des éléments perturbateurs causaient des désagréments aux voisins respectables, point bien qu'ils ne puissent pas les expulser légalement,
le syndic a commencé à leur créer des difficultés. Plaintes pour bruit inexistant, menaces d'amende pour des infractions imaginaires, inspections surprises, qui trouvaient toujours des problèmes mineurs. Elle essaie de nous expulser du quartier, a déclaré Daniel à sa grand-mère Ruth alors qu'elle préparait la tisane qu'il buvait tous les soirs. Elle veut qu'on disparaisse pour ne pas avoir à affronter la vérité sur elle. Ruth Thompson observa son petit-fils d'un œil expérimenté. À 73 ans, elle avait survécu à des décennies de racisme institutionnel, de discrimination au travail et de tentatives de musellement. Elle reconnaissait les schémas comportementaux de ceux qui utilisaient le pouvoir et les privilèges comme des armes. « Mon garçon, cette femme a peur », dit Ruth calmement. « Quand les riches ont peur des pauvres, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et quand ils ont peur de la vérité, ils font tout pour détruire ceux qui peuvent la révéler. Mais grand-mère, et si elle arrive à me retirer ma bourse? Et si elle arrive à nous expulser d'ici ?» Ruth sourit avec la sagesse de ceux qui ont affronté des adversaires bien plus puissants. « Daniel, laisse-moi te raconter une histoire. Quand ta mère avait ton âge, un médecin blanc a essayé de m'empêcher de travailler à l'hôpital parce que j'en savais trop sur des traitements qu'il ne connaissait pas. Il a utilisé toute son influence pour me nuire. Que s'est-il passé? J'ai fait ce que notre famille a toujours fait. J'ai observé, j'ai appris, j'ai tout documenté. Et quand le moment est venu, j'ai utilisé ses propres connaissances contre lui. Tu veux savoir comment? » Daniel acquiesça, réalisant que sa grand-mère était sur le point de lui enseigner quelque chose de fondamental. Ce médecin avait un patient très important, un riche homme d'affaires qui souffrait de la même maladie que j'avais guérie chez des dizaines de personnes pauvres. Quand son traitement coûteux a échoué et que le patient était mourant, devine qui est venu nous chercher. Vous. Exactement. Et quand j'ai sauvé la vie de cet homme en utilisant des méthodes que ce médecin arrogant avait rejetées, tout le monde a compris qu'il était vraiment compétent en médecine. Il a perdu son poste, sa réputation, tout. Pas par vengeance, mais parce que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Daniel commença à comprendre. Victoria n'a pas seulement peur que je puisse l'aider. Elle a peur que les gens découvrent qu'elle a rejeté l'aide de quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Maintenant, tu penses comme un vrai guérisseur, sourit Ruth. Nous ne guérissons pas seulement le corps, mon garçon. Parfois, nous devons guérir l'âme malade de toute une société. Ce soir-là, Daniel commença des recherches minutieuses sur Victoria Whitmore. À l'aide des ordinateurs de la bibliothèque de l'école, il découvrit des détails qui changèrent complètement sa compréhension de la situation. Victoria n'était pas née riche. Fille d'immigrants européens pauvres, elle avait épousé Harrison Whitmore III, héritier d'une fortune familiale bâtie sur le travail des esclaves au XIXe siècle. L'accident qui l'avait laissée paralysée s'était produit exactement un jour après qu'elle eut découvert que son mari prévoyait de divorcer pour une femme plus jeune. Plus intéressant encore, Harrison était mort dans des circonstances suspectes seulement 2 ans plus tard, laissant toute sa fortune à Victoria. Le testament avait été modifié 1 semaine seulement avant sa mort, alors qu'il était hospitalisé à la suite d'une crise cardiaque soudaine. Daniel a également découvert quelque chose qui expliquait l'hostilité particulière de Victoria à son égard. La famille Thompson avait travaillé pour les Whitmore pendant des générations. Son arrière-arrière-grand-père avait été esclave dans la plantation d'origine, son arrière-grand-mère avait été domestique dans le manoir et sa grand-mère Ruth avait pris soin de la mère de Harrison lorsqu'elle était mourante d'un cancer. Mais le détail le plus révélateur se trouvait dans les dossiers médicaux que Ruth avait conservés secrètement pendant des décennies. La mère de Harrison avait guéri d'un cancer considéré comme terminal grâce à des traitements traditionnels que Ruth avait appliqués. Les médecins de la famille n'avaient jamais su la vérité, attribuant cette guérison miraculeuse aux traitements conventionnels qui avaient échoué. « Grand-mère », dit Daniel le lendemain matin, « Victoria n'est pas seulement malade physiquement. Elle est malade de culpabilité, de peur et de honte. Son corps reflète la prison qu'elle a construite pour son âme. » Ruth acquiesça fièrement. « Et maintenant, mon petit-fils, tu comprends quel est le véritable remède dont elle a besoin. Il ne s'agit pas seulement de la faire marcher à nouveau. Il s'agit de lui faire affronter qui elle est vraiment et ce qu'elle a fait. » Exactement. Mais souviens-toi, notre famille n'a jamais utilisé ses dons pour blesser. Toujours pour guérir. Même quand la personne ne le mérite pas, même quand elle nous déteste. Daniel passa le reste de la semaine à observer Victoria avec une nouvelle compréhension. Chaque geste cruel, chaque tentative de l'humilier ne faisait que confirmer son diagnostic. Elle n'était pas paralysée par des blessures physiques, mais par une culpabilité si profonde qu'elle s'était manifestée sous la forme d'une véritable paralysie. Le plan qui commença à se former dans son esprit était audacieux et dangereux. Il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'il pouvait la guérir,
mais de la forcer à affronter des décennies de privilèges construits sur la souffrance des autres, des mensonges sur sa propre identité et des crimes qu'elle avait enterrés sous des piles d'argent. Victoria Whitmore pensait qu'elle se battait contre un garçon pauvre qui voulait ses restes. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'affronter 4 générations de sagesse accumulée, une lignée de guérisseuses qui avaient survécu à des siècles d'oppression, et un jeune homme qui détenait non seulement le savoir nécessaire pour la guérir, mais aussi les preuves pour la détruire complètement. Alors que Victoria planifiait sa prochaine humiliation publique contre Daniel, le garçon souriait tranquillement, sachant que chaque acte de cruauté de sa part ne faisait que confirmer qu'il avait correctement diagnostiqué non seulement son état physique, mais aussi la pourriture morale qui la maintenait véritablement prisonnière. La guérison que Daniel prévoyait serait beaucoup plus profonde que Victoria ne l'imaginait. Et beaucoup plus douloureuse aussi. La confrontation finale eut lieu un dimanche matin, alors que Victoria s'y attendait le moins. Daniel sonna à la porte d'entrée principale pour la première fois, et non plus à la porte arrière réservée aux gens comme lui. Lorsque Victoria ouvrit la porte, elle trouva non seulement Daniel, mais aussi Ruth Thompson et une troisième personne qui la fit frissonner. Le docteur Patricia Williams, la neurologue qui avait secrètement soigné la mère de Harrison des années auparavant. « Bonjour, Victoria », dit Daniel calmement. « Je suis venu tenir ma promesse. Aujourd'hui, vous allez remarcher. » Victoria tenta de fermer la porte, mais son arrogance la trahit. « C'est quoi cette mascarade ? J'appelle la sécurité. »« Allez-y, » sourit Daniel. « Ils voudront voir ça aussi. Surtout quand ils découvriront qui vous êtes vraiment. » Ruth s'avança, portant un vieux porte-documents en cuir. Victoria Kowalski, fille d'immigrants polonais, née le 17 juillet 1975. Elle a épousé Harrison Whitmore en 2005, 3 mois après avoir découvert qu'il la trompait. Le visage de Victoria pâlit. Personne ne connaissait son vrai nom depuis des décennies. L'accident qui l'a laissée paralysée s'est produit exactement un jour après que vous ayez découvert que Harrison avait l'intention de divorcer, continua Daniel. Très pratique, vous ne trouvez pas? Le docteur Williams ouvrit un dossier médical. J'ai soigné la mère de Harrison lorsqu'elle était en phase terminale d'un cancer. C'est Ruth qui l'a vraiment guérie, mais la famille ne l'a jamais su. J'ai conservé tous les dossiers, y compris les examens neurologiques que j'ai effectués sur vous après l'accident. Vos examens ont toujours montré une activité neuronale normale, dit froidement le docteur Williams. Mais vous m'avez très bien payé pour garder cela secret, n'est-ce pas? 5 millions de dollars pour confirmer une paralysie inexistante. Victoria tituba, s'appuyant contre le cadre de la porte. Vous ne pouvez rien prouver. Daniel sourit et sortit un enregistreur numérique de sa poche. Si, je peux. Vous savez, ce système de surveillance que vous avez installé pour surveiller vos employés, il a très bien fonctionné pour enregistrer vos conversations téléphoniques également. La voix de Victoria résonna dans l'appareil. Docteur Williams, je dois que vous mainteniez le diagnostic. Si Harrison découvre que je peux marcher, je perdrai tout dans le divorce. Continuez à confirmer la paralysie et je doublerai vos honoraires. Vous avez enregistré mes appels privés? Cria Victoria, son masque de victime tombant enfin. Pas seulement les appels, dit Ruth calmement. Daniel a également documenté comment vous pouvez marcher quand vous pensez que personne ne vous voit. 43 vidéos sur 6 mois, vous montrant en train de marcher dans la maison, et même de danser, alors que vous pensiez être complètement seul. Daniel connecta son téléphone à un haut-parleur portable. Les vidéos ont commencé à défiler, Victoria se levant de son fauteuil roulant pour atteindre quelque chose en haut d'une étagère, marchant normalement dans le jardin au petit matin, et même courant sur le tapis roulant de la salle de sport privée installée dans le sous-sol. « Arrêtez !» a hurlé Victoria, mais sa propre voix dans les vidéos la trahissait, parlant normalement avec des employés lorsqu'elle pensait qu'il n'y avait pas de témoins. « Il y a plus, » dit Daniel doucement. « Les dossiers médicaux de Harrison. Vous avez modifié son testament pendant qu'il était sous sédatif après sa crise cardiaque. Le même docteur Williams, qui a confirmé votre fausse paralysie, a également falsifié les rapports de décès de votre mari. » Le docteur Williams baissa la tête. Elle m'a fait chanter. Elle a dit qu'elle révélerait que j'avais couvert la fausse paralysie si je ne confirmais pas que Harrison était mort de cause naturelle. Harrison a été empoisonné, dit Ruth avec l'autorité de quelqu'un qui avait vu des symptômes similaires pendant des décennies à l'hôpital. De la digitaline, extraite de la plante digitale. Ça tue lentement, ça simule une crise cardiaque, c'est presque impossible à détecter après quelques jours. Victoria s'effondra dans son fauteuil roulant, réalisant que son monde de mensonges s'écrouvait complètement. Vous ne comprenez pas, il allait me laisser sans rien. J'ai donné les meilleures années de ma vie à cet homme. Et maintenant, dit Daniel, l'heure de la véritable guérison a sonné. Levez-vous, Victoria.
Nous savons que vous en êtes capable. Je ne peux pas. Levez-vous, cria Daniel avec une autorité qui fit bondir Victoria de son fauteuil, se relevant par pur réflexe. Pendant un instant, tout le monde resta silencieux, regardant la femme qui avait feint l'invalidité pendant 8 ans, maintenant debout, tremblant de rage et de peur. « Félicitations, dit Daniel calmement. Vous êtes guéri. Officiellement. » Ruth s'approcha avec de nouveaux documents. Voici les rapports qui seront remis aujourd'hui à la police, au FBI et au fisc. Fraude à l'assurance, falsification de rapports médicaux, évasion fiscale et meurtre avec préméditation. Nous avons également tout envoyé au Washington Post, à CNN et à tous les réseaux sociaux, ajouta Daniel. L'histoire de la fausse paralysée millionnaire qui a tué son mari fera la une des journaux nationaux dès demain. Victoria regarda désespérément autour d'elle. Elle n'avait nulle part où fuir, aucun moyen de nier ce qui était enregistré, documenté, prouvé. Des décennies de privilèges bâtis sur des mensonges et du sang s'écroulaient en quelques minutes. Vous savez ce qui est le plus ironique ? Demanda Daniel en aidant sa grand-mère à ranger les documents. Vous allez vraiment être paralysé maintenant. En prison, sans vos millions, sans vos médecins payés, sans personne pour soutenir vos mensonges. Des sirènes de police se rapprochaient. Quelqu'un avait appelé les autorités, probablement un voisin intrigué par toute cette agitation. La véritable paralysie, dit Ruth avec sagesse, a toujours été dans ton âme, Victoria. Tu t'es paralysée moralement, il y a si longtemps que tu as oublié comment vivre avec dignité. Alors que les policiers montaient les marches du manoir, Victoria regarda Daniel avec un mélange de haine et de respect involontaire. Comment un gamin de 12 ans a-t-il réussi à détruire toute ma vie ? Daniel sourit avec la sérénité de celui qui a appris que la justice nécessite parfois de la patience, de l'observation et le courage d'affronter ceux que l'on considère comme inférieurs. C'est très simple, répondit-il. Vous avez complètement sous-estimé quelqu'un qui a grandi en sachant que la survie exige de l'intelligence, pas des privilèges. Et vous avez oublié que parfois, les remèdes les plus puissants viennent d'où on les attend le moins. Au centre de ce hall de marbre où régnait autrefois l'arrogance déguisée en victimisation, une nouvelle réalité prenait désormais forme, telle une symphonie qui trouve enfin son harmonie après des années de notes dissonantes, prouvant que la véritable justice ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni limites imposées par ceux qui confondent argent et impunité. 6 mois après l'effondrement spectaculaire de Victoria Whitmore, la transformation était plus dramatique que n'importe quel scénariste hollywoodien n'aurait pu l'imaginer. Le manoir qui symbolisait autrefois le privilège et l'arrogance abritait désormais le centre communautaire Ruth Thompson, financé par les biens confisqués à Victoria par le FBI. À 14 ans, Daniel était devenu le plus jeune étudiant de l'histoire de Harvard, avec une bourse d'études complète pour la médecine. Mais ce qui rendait Ruth le plus fier, c'était que son petit-fils avait refusé des dizaines d'offres millionnaires pour donner des interviews, préférant continuer à apprendre les secrets de générations de guérisseurs. Victoria, qui auparavant jetait des plats coûteux alors que des enfants mouraient de faim, partageait désormais une cellule de 2 mètres carrés dans la prison fédérale. 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation lui laisserait suffisamment de temps pour réfléchir à la façon dont elle avait gâché toute une vie à bâtir son pouvoir sur des mensonges. Le procès était devenu un phénomène mondial. La fausse paralysée millionnaire, qui avait trompé le système médical et assassiné son mari, était devenue le symbole de la façon dont l'arrogance détruit ceux qui sous-estiment les autres. Mais ce qui avait vraiment captivé l'imagination du public, c'était le contraste entre la sagesse d'un garçon de 12 ans et l'ignorance d'une femme qui avait dépensé 15 millions à la recherche de remèdes qui existaient juste à côté de chez elle. Le docteur Patricia Williams, la neurologue victime du chantage de Victoria, travaillait désormais bénévolement au centre communautaire. Daniel m'a montré que j'avais passé 40 ans à ne regarder que des machines, a-t-elle avoué dans une interview nationale. J'avais oublié que la vraie médecine commence par l'observation du patient dans son ensemble. Ce garçon m'a appris plus en 6 mois que je n'avais appris en décennies de spécialisation coûteuse. Le docteur Hartwell, qui avait accepté des paiements pour confirmer de faux diagnostics, avait perdu sa licence médicale et travaillait désormais comme assistant en pharmacie. Une ironie parfaite pour quelqu'un qui avait méprisé les traitements non scientifiques, tout en participant à une fraude médicale de plusieurs millions de dollars. La communauté de Riverside Gardens avait complètement changé. Les enfants qui luttaient auparavant pour survivre rêvaient désormais de devenir médecins, scientifiques ou avocats. Daniel avait prouvé que l'intelligence et la détermination pouvaient vaincre n'importe quel système conçu pour les maintenir à leur place. Victoria avait effectivement développé des problèmes aux jambes en prison. Le stress et la dépression avaient provoqué une véritable atrophie musculaire. Elle dépendait désormais d'un fauteuil roulant emprunté à l'infirmerie, une version bon marché qui faisait passer son ancien fauteuil à 15 000 $ pour un trône perdu. Daniel lui rendit visite une seule fois.
Elle le regarda à travers la vitre pare-balles, les yeux vides, sans l'arrogance d'autrefois. « Pourquoi es-tu venu ici » demanda-t-elle. « Pour m'assurer que vous avez bien compris, » répondit Daniel. « Je n'ai jamais voulu vous détruire. Je voulais juste que vous arrêtiez d'essayer de nous détruire. Tu n'étais qu'un enfant. Et vous étiez une adulte riche avec toutes les ressources du monde. Qui aurait dû savoir distinguer le bien du mal ?» Victoria comprit enfin l'ampleur de sa petitesse. Un garçon de 12 ans avait fait preuve de plus de sagesse et d'intégrité qu'elle dans toute sa vie privilégiée. L'histoire de Daniel est devenue un cas d'étude dans les universités du pays. Elle, effet Daniel Thompson, a obligé les institutions à reconnaître que l'intelligence exceptionnelle peut surgir de n'importe où, en particulier là où on s'y attend le moins. Des programmes ont été créés pour identifier les talents dans les communautés traditionnellement ignorées par le monde universitaire. Ruth continue de diriger le centre, qui s'étend désormais sur 3 étages de l'ancienne demeure. Elle forme une nouvelle génération de guérisseurs qui combinent connaissances ancestrales et sciences modernes, prouvant que la véritable sagesse ne connaît pas de barrière raciale ou sociale. Victoria est devenue un exemple dans les cours de criminologie sur la façon dont les privilèges sans caractère mènent à l'autodestruction. Lorsque les prisonniers lui demandent comment une femme riche a fini là, la réponse est toujours la même. Elle a sous-estimé quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur et a payé le prix de son arrogance. La véritable leçon à tirer n'est pas qu'un garçon a vaincu une femme cruelle. Elle concerne la façon dont notre société ignore la sagesse lorsqu'elle provient de personnes qui ne correspondent pas à nos préjugés sur qui devrait être intelligent ou digne de respect. Daniel a prouvé que le remède le plus puissant n'est pas destiné au corps, mais aux croyances toxiques qui nous empêchent de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa couleur, de son origine ou de sa condition socio-économique. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la vraie sagesse vient des endroits les plus inattendus et que les plus grands maîtres sont ceux que le monde vous a appris à ignorer. Victoria a tenté de détruire Daniel, mais elle a fini par se détruire elle-même. Daniel a appris que la véritable guérison ne consiste pas seulement à réparer des corps brisés, mais aussi à transformer des esprits fermés par les préjugés en cœurs ouverts pour reconnaître la grandeur là où elle existe réellement.